l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le jour d'après, le lendemain des champions du monde, voilà, de leur grande victoire. Et on se met directement en mode Ligue 1. Voilà, le maillot de Rami, le maillot de Thauvin, le maillot des certains champions du monde qui évoluent en Ligue 1. Non, on a eu ça en fait. Voilà, on vous le propose. On sait que c'est Marseille, on sait que ça plaît beaucoup aux téléspectateurs. On vous le fait gagner ce soir sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et on sera content. Il y aura un tirage au sort donc à la fin de cette émission. Autre question, tiens, sur deux anciens, pas forcément pensionnaires de l'OM, mais deux coachs. L'un est né à Marseille, l'autre a entraîné l'OM. Deschamps, Zidane. Quel est pour vous l'entraîneur de l'année ? L'un a gagné pour la troisième fois d'affilée la Ligue des Champions. Zidane, hier, c'était Deschamps qui a gagné la Coupe du Monde. Pour vous, l'entraîneur de l'année, c'est qui ? Sondage du soir sur le compte Facebook de l'équipe du soir ou sur le site L'équipe. Petit tour de plateau pour y reprendre nos habitudes. Le président est élégant. Le président, c'est Johan Nicou. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ouais. Tout en sobriété, hein. On est champion du monde. Tu veux que je saute ? Non, mais il y a un recul, voilà, il y a un recul, il y a toujours... voilà. Je laisse faire à mes coéquipiers. Ok, d'accord. Ils vont sauter partout. Ok, le menhir va-t-il sauter ? Paul Le Guen. Bonsoir Paul. Bonsoir. Ça va Paul ? Ça va. Ça saute moyen pour Allez, attendez. Là, ça arrive. On a un mec qui a un job terrible, le chef chaudard. Bonsoir Sébastien Tarago. Oui, vous voulez que j'ai une prime, quoi. Non, Voilà. Mais vous avez vu, Johan Nicou, l'élégant de l'équipe du soir, il a commencé la Coupe du Monde en veste, ouais. chemise, Ouais. et il finit quand même en polo à short, hein. Ouais. En polo pourri, même. Non, j'ai entendu dire, non, il a dit en polo pourri. C'est dégueulasse, franchement, non. Dans votre diagonale, ils sont ou pas notre Yen de l'équipe du soir, Étienne ? Oh là. Attention au logo de l'équipe du soir, là, vous allez le croquer. Bonsoir Étienne, quelle sobriété dans le toujours... hein. Absolu. Moi, on m'a proposé de faire l'émission avec Griezmann, Mbappé et les autres. J'ai dit non, moi, c'est Mikou et Le Guen. Sinon, je viens pas. Et Tarragon, c'est de la merde. Donc, le professeur de l'équipe du soir, Dave Apadou, est dans la place. Bonsoir, Dave. bébé. Ça va ? J'ai trop sauté hier, donc là, j'ai plus de force. Ah ouais. J'ai rien dit. Et voilà. Freestyle, les gars. Voilà. Non, mais Mathieu, respecte un peu. Hier. Ah, Ok. bravo. Très bien. 98 versus 2018 au lendemain de la victoire des Bleus au Mondial. On revit évidemment des scènes de liesse populaire dignes de 98. Depuis la demi-finale, les Champs-Élysées sont le symbole d'une France réunie, assemblée ou rassemblée autour de son équipe. Aujourd'hui, les Bleus sont revenus en France. On va se faire un petit zapping du retour des héros. On l'a ou on l'a pas en régie ? On l'a, hein ? On l'a. On y va. Et là, on célèbre. On célèbre. C'est une haie d'honneur. Le Bellagio, là, c'est... Non, mais c'est une haie d'honneur, en fait. C'est ça. Hugo Lloris. Ils s'avancent tous les trois vers le couple présidentiel et on sent beaucoup d'émotions. On va vivre ce moment avec eux. Allons, enfants de la patrie. Merci. Merci à vous, au président, aux sélectionneurs, aux capitaines et à toute l'équipe. Merci d'avoir apporté cette coupe. Pour la France, c'est pipi. 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 Bon, c'est une fois.
Mais ces scènes ne sont pas sans rappeler le triomphe des Bleus en 98 avec cette fameuse garden party orchestrée à l'époque par Aimé Jacquet et surtout par le président de l'époque, Jacques Chirac. Donc nous sommes entrés un peu mécaniquement dans l'ère des comparaisons entre le triomphe de 2018 et le triomphe de 98. Voici 2 sondages, donc l'un paru hier sur le site de France Football. La question était la suivante. Quel titre de champion du monde des Bleus vous a provoqué le plus d'émotions? À 75%, c'est peut-être une surprise, 75% des votants ont voté pour 98, il y avait 6000 votants. On est allé nous vérifier cette question sur notre propre compte Twitter de l'équipe du soir avec la même question, et c'est 51% toujours pour 98. Alors, pour vous, on va faire un petit sondage là ensemble, les bavardés. Quel titre vous a procuré le plus d'émotions? Le plus d'émotions, 98 ou 2018? Habillage russe et Sébastien Tarago. 98, 2018, un chiffre. 98. 98, Dave? 98. 98, Étienne? 98. Ok, Paul? 98. Ok. Johan, on continue l'émission, on ferme boutique. On peut fermer. 98? Non, mais c'est bien, Oui. non, mais c'est... Pourquoi? Mais c'est assez... Moi, ça me paraît quelque part évident parce que cette année, c'est la première fois pour les gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans, allez. Mais en 98, c'était la première fois pour l'ensemble des générations, les gens qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc, ça réunissait encore plus de gens. Et c'est une banalité de dire que c'est quand même souvent toujours mieux et toujours plus émouvant la première fois. Ouais. Donc ça réunissait encore plus de gens. Et comme nous, on est plus dans les 40 ans et plus. Étienne. de peu. Et c'est logique que ce soit la première fois qui vers quoi on tend, quoi. C'est la mystique de la finale. C'est des questions générationnelles, en fait. Non, mais t'as la mystique de la finale aussi. C'est 3-0 contre le Brésil de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. De but de Zidane, le match quasi parfait, c'est absolu, c'est 3-0, c'est la finale idéale, c'est à domicile. L'histoire, si tu l'avais écrite avant, jamais tu penses que ça peut arriver, et ça arrive comme ça. Là, évidemment, la finale France-Croatie, elle génère moins de magie, de côté un peu mystique. Voilà, mais c'est presque injuste pour eux. C'est presque injuste pour eux, parce que ça pouvait pas égaler, en fait. Paul, je vous coupe, mais je regarde comme ce qui se passe derrière, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était un bordel sans nom, un truc incroyable qui s'est passé sur les champs. Vous n'avez pas l'impression que c'est plus fort, là, aujourd'hui, ce qu'on a vécu il y a 20 ans? Oui, mais moi j'ai envie de faire une réponse personnelle, c'est-à-dire que j'ai été membre de l'équipe de France entre 93 et 95. Donc j'ai joué avec beaucoup des acteurs de 98, donc c'est une réponse très personnelle. Le fait de les voir gagner a engendré des sentiments forts, des sentiments un peu mêlés, parce que je me dis, si j'étais resté bon un peu plus longtemps, j'aurais peut-être pu y être. J'avais vécu le truc de façon... c'était puissant. Et pour vous, ça vous paraissait pas si irrationnel que pour nous? Là, vous dit, j'aurais pu être champion du monde. Enfin, les voir vos copains champions du monde, vos anciens coéquipiers. Ça m'a fait extrêmement plaisir de les voir, mais j'avais quand même, on savait qu'il y avait Zidane, on savait qu'il y avait une force dans cette équipe. Et puis j'avais eu l'occasion d'apprécier déjà Aimé Jacquet. Enfin, moi ce titre m'avait vraiment touché. Il y a le côté versant juste avant, puis vous, juste après. En 98, vous étiez où? C'est-à-dire vous étiez chez moi. Tu étais Bordeaux aussi, t'es chez vous. Est-ce que vous êtes posé la question? Moi, j'avais pas connu encore la sélection, donc je pensais que c'était... Je me voyais pas dans ce 23, quoi, parce que j'étais à Bordeaux. Moi, je me plaignais de rien. Non, mais même pas me plaindre, mais j'étais pas dans la même, le truc que toi, parce que pour moi, c'était pratiquement intouchable, c'était, voilà. Oui, après, c'est toujours, c'est la première fois, donc c'est la première fois qu'on a atteignait une finale, si je me trompe pas. Oui. Donc, il y avait tout ça. C'était aussi, on a connu aussi 82-86, donc on s'était à chaque fois arrêté en demi. Et puis là, pour une fois, on arrive jusqu'à la finale, donc il y avait quelque chose d'un peu plus particulier. Et c'est vrai que, c'est comme tout le monde a dit, c'est plutôt perso, quoi. Et on a enfin remporté ce trophée. Là, après, moi, ça me dérange de comparer à chaque fois, parce que c'est chacun a son histoire. Et on est quand même obligé. Alors après, oui, peut-être. Après ce que dit Dave, il y a le Brésil, tout ça. Moi, je dis que ça veut pas dire que c'est moins, quoi. Parce que pour être champion du monde, on a vu qu'on l'a fait que 2 fois. Non, bien sûr. C'est quand même exceptionnel et c'est très dur d'y arriver. Donc, t'as raison. Tu bats les adversaires, c'est bravo à eux, quoi. Voilà, c'est pas moins. Même la liesse populaire, je pense que cette fois-ci, elle est presque plus impressionnante encore qu'elle l'était en 98. Mais en 98, on savait pas qu'un match de foot pouvait provoquer ça.
pouvait provoquer le fait que le pays entier descende dans la rue. Moi, vous l'avez pas vu à Marseille déjà en 93 avec ces scènes-là? C'était circonscrit. Pas avec cette ampleur-là. Excusez-moi, j'étais à Angers, la ville était en feu. Hein. Voilà. Ah oui non, mais ça n'avait rien à voir, ça avait strictement rien à voir avec ce qui s'est passé en 98. Et en 98, on ne savait pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que la sélection, française avait jamais provoqué des moments d'émotion collective comme ça. Même le titre de 84, j'ai absolument pas de souvenir qu'il y ait eu une liesse populaire. Donc il y avait le titre, comme l'ont dit Sébastien et Dave, c'était un titre incroyable face au Brésil, les premières fois qu'on est champion du monde. Mais ce qui s'est passé derrière, c'était une espèce de happening totalement irrationnel, totalement inattendu. Là, il est peut-être encore plus fort, mais on sait qu'il va arriver. Oui, exactement. D'un point de vue sportif, l'équipe de 98, alors je ne veux pas la comparer avec celle de 2018. Mais on y va tout droit. On fait quand même vachement gaffe avec Joe maintenant. Hein. Non, c'est pas ça. Non, mais moi je trouve que c'est un jeu rigolo quand même. Oui, non. Si tu comparais juste sur la compétition, ce serait rigolo. Oui, justement, moi je voulais la situer en 98 par rapport à ses adversaires et 2018 par rapport à ses adversaires également, c'est-à-dire l'écart, la marge qu'elle a, parce que 98 avait un peu plus de marge, me semble, que celle de 2018 ou pas. Huitième de finale, Paraguay, 1-0, butin de pénalty contre l'Italie. Quart de finale, Italie. Donc non. Demi-finale, pénalty, pardon. Demi-finale, tu passes, tu sais pas comment, avec 2 buts de Thuram, alors que tu es mené 1-0, que le sélectionneur de l'époque, Aimé Jacquet, raconte 20 ans plus tard que même lui, à la mi-temps, il est dans le trou, et il a 2 doigts d'abandonner, entre guillemets, moralement, son équipe, parce qu'il pense qu'ils vont être éliminés. C'est la finale. Il n'y a pas beaucoup de marge. C'est la finale qui balait tout, et c'est justement par rapport à la magie ou des choses comme ça, même si c'est compliqué de comparer, il faudrait même pas le faire, mais on le fait. Non, mais tu finis sur un bouquet. Tu finis sur un bouquet final, c'est-à-dire le meilleur match de la compétition des Bleus contre la meilleure équipe du monde en finale, le Brésil, avec tout ce que ça véhicule. Là, ta finale, je suis pas loin de penser que c'est presque le match le moins maîtrisé. C'est pas loin d'être ça quand même, et c'est non, mais c'est vrai. Voilà, on l'a dit hier. Voilà, on est à l'envers. Les Croates nous trimballent, etc. Il y a un but de casquette. Enfin, c'est compliqué. On a des choses avec nous. Voilà, tu finis pas sur quelque chose de super abouti, alors que c'est la note parfaite 98, la fin. Le reste du parcours, non, ça peut se valoir. Mais nous, on analyse les matchs, mais les gens s'en fichent. Ils les vivent. Les gens s'en fichent. Hier soir, on est sorti après l'émission, on va dans la rue, les gens s'en fichent complètement et vivent une émotion sans retenue. Et je trouve ça très très bien. On va regarder, il y a un petit truc sur le compte Twitter, la première à la maison, donc la meilleure. On me dit, voilà, une pensée pour la foule qui a attendu des heures dans le cagnard sur les champs pour voir les Bleus à peine 10 minutes. C'est Renzo Flo qui nous fait le relais peut-être des gens, peut-être une déception, une frustration. Oui, qu'ils soient descendus très vite, alors que là encore, 98, ils avaient mis des plombes, ils avaient même été inquiets un peu. Les joueurs le disent aujourd'hui. Je pense que là, il y a c'est des impératifs. Non, c'est des impératifs de sécurité. Quand on se souvient de 98, c'était extrêmement dangereux ce qui s'était passé. Ils le disent. Le car ou le bus, je sais pas comment on doit l'appeler, donc avancé ou pas. Il y avait des gens. Le bus, c'est quand ça. Il y avait des gens. Il y avait des gens devant. Je veux dire, le car ou le bus, je sais toujours pas, est resté bloqué, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Moi, je vais dire un bus jusqu'au fin. Il y a quelque chose de très important, c'est notre collègue Stéphane Kohler de l'équipe qui lutte pour ceci, parce que un quart, c'est très important. Ça va lui faire plaisir. Un quart, il y a une soute et des places assises. Alors qu'un bus, tu peux être debout et il n'y a pas de soute. On ne dira jamais assez que l'équipe, c'est l'expertise avant tout. C'est un combat que mène Jean-Christophe Bassignac de l'équipe et surtout Stéphane Kohler de l'équipe. Et croyez-moi, il y a des combats qu'il faut savoir mener. Voilà, les gars sont en CDI, travaillent dans le sport aussi. Juste une chose, je trouvais ça intéressant cet après-midi, parce que même si c'est pas très gai pour le coup, c'est tellement révélateur des époques qu'on vit. C'est-à-dire que moi je voyais des joueurs qui, au lieu, pas tous, mais qui, au lieu de regarder ce qui se passait, se filmaient beaucoup. Et il y avait des policiers, malheureusement, qui couraient à côté d'un bus, alors qu'en 98, c'était un autre monde. Le monde a changé après 2001, on le sait. Et depuis, avec tout ce qui s'est passé, il n'y avait sans doute pas le choix. Je comprends la frustration des gens, mais il n'y avait pas le choix. Allez-y, Jeanne. Non, parce que je regarde des images à l'Élysée, là. Ils ont invité, en fait, des sportifs. Oui, il y a des jeunes, oui, j'avais entendu par rapport au club dans lesquels jouaient les joueurs aussi, je crois. Ouais. Donc ça, c'est super. Et après, ils ont invité d'autres sportifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et par contre, invité... Il y a Didier Roustan qui a un peu parlé d'un truc. Ouais.
je voudrais relayer. Ouais. Pourquoi les anciens qui ont marqué cette équipe de France n'ont pas été invités? J'en sais fiche. Pourquoi on a invité des sportifs de notre sport en fait? Je comprends pas en fait. Je voyais ça tout à l'heure, je savais pas, et puis je voyais des noms de sportifs qui ont marqué la France, ok. Je vois pas quel est le rapport avec le football quoi. Après, même si, juste pour expliquer, il n'y a pas des relations très cordiales entre la Fédération française de football et pas mal de joueurs de France 98 aujourd'hui. On sait que notamment sur le match anniversaire... Je parle aussi des générations d'avant. J'entends bien, mais je parle juste de cet exemple-là. Entre la fédération et eux, d'une manière globale, parce qu'il y a des exceptions, tu ramettais là-bas, De Sailly aussi pour ses activités de consultant, y a pas, voilà, c'est pas la grande joie, la grande entente, et ça fait partie en tout cas pour ça, même si pour le coup, l'Élysée, Emmanuel Macron aurait pu... Je reprends la main. Mondial au top, point d'interrogation. Comment avez-vous trouvé, mes chers amis, cette Coupe du Monde ? Bonne qualité, décevant, peut-être déceptive. La dernière image, en tout cas, que l'on gardera, c'est le triomphe des Bleus avec Lloris qui soulève la coupe. Alors, ce triomphe des Bleus, est-ce que ça fausse notre bilan lorsqu'on fait le bilan de la Coupe du Monde? On est impliqué, on est français, on est impliqué un peu, affectivement, et ça fausse notre bilan. Moi, je pense que ça le fausse un petit peu, oui, parce que on est emporté, on a vibré sur les derniers matchs là et l'analyse qu'on aurait pu faire sans ce parcours-là devient différente. L'analyse qu'on aurait pu faire sans ce parcours-là, c'est quoi? Une Coupe du Monde décevante, peut mieux faire, pas mal, voilà. On en a parlé souvent, c'est-à-dire que les équipes qui défendaient bien, qui contraient bien, ont dominé celles qui essayaient de créer du jeu. Et moi je trouve que il faudrait que je revoie la finale tranquillement, mais je trouve que je repensais à ça. En regardant cette finale, où on avait dit à la mi-temps que la France était passée pratiquement à côté complètement. Et au bout d'une heure de jeu, tu te rends compte qu'il y a 4-1 pour la France. Moi j'ai trouvé, je repensais à ça, je dis c'est extraordinaire qu'au bout d'une heure de jeu, avec le jeu de la Croatie, avec la volonté et le jeu défensif français qu'on peut accepter, tout ça, et le contre, je trouve que mener 4-1 au bout d'une heure de jeu, c'est exceptionnel. Mais tu as complètement raison, mais tu as fait la phrase, les équipes qui ont créé du jeu. Tout le débat, c'est quel jeu? Oui. Après, ça a été souvent un jeu stérile, notamment du côté de l'Espagne. Et il faut réfléchir sur ce jeu-là que les équipes ont essayé de créer. Non, mais je pense que les réflexions vont venir de savoir quand tu as la possession, peut-être trouver d'autres alternatives pour pouvoir. Parce que c'est vrai que là, ce que moi j'ai vu, ce qu'on a presque tous vu, c'est qu'ils se sont cassés dans un mur régulièrement, ça changeait pas, ils continuaient toujours sur le même rythme et à la sortie ils se faisaient punir. Mais ça rejoint l'image qu'on a d'une Coupe du Monde. Elle est aussi liée aux équipes. Dave disait tout à l'heure que la finale 98 était sans doute plus forte parce que c'était un France-Brésil et combattait le Brésil en finale. En plus, on lui mettait 3-0. Dans cette Coupe du Monde-là, les grandes équipes, entre guillemets, ont été sorties assez vite. Donc ça donne une image d'une compétition un tout petit peu dévaluée. C'est vrai que quand une demi-finale oppose le Brésil à l'Allemagne et de l'autre côté l'Italie qui était même pas qualifiée à l'Argentine, on a le sentiment que c'est une plus belle compétition que quand sont les équipes qu'on a vu aujourd'hui. J'ai regardé, je vous propose peut-être une nouvelle tendance des équipes comme l'Iran, qu'on a découverte ou redécouvert parce que l'Iran était déjà là en 2014, comme le Danemark, la Suède, l'Islande, proposent des blocs extrêmement compacts. Il n'y a plus forcément beaucoup d'espace. Est-ce une Coupe du Monde qui a vu l'écart se réduire entre, on va dire, des nations moyennes extrêmement organisées qui réduisent l'espace, oui. On dit ça à chaque Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé que c'était très vrai là. C'est-à-dire que, l'effort un peu moins fort, l'effort habituel, un peu moins fort, et j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'équipes, par exemple, qui étaient à la rue au niveau de l'organisation. Elles sont toutes super bien organisées, je mets le Panama de côté ou des choses comme ça. Physiquement, très très bien préparées. Alors est-ce que c'est du fait aussi que il y a moins de joueurs dans ces équipes-là qui participent aux très grands championnats, qui vont moins loin, donc ils peuvent se préparer un petit peu plus tôt? Moi, j'ai eu l'impression quand même que c'était très compliqué de bouger une équipe, même moyenne. T'as pas de marge, quoi. On l'a vu avec l'Allemagne, on a vu avec même la Belgique, son parcours parfois était bizarre. Parce que l'Allemagne n'était pas bien du tout, mais je suis pas d'accord avec ça. On dit ça, j'ai le sentiment, à chaque Coupe du Monde. Et quand on regarde celle-là, finalement, les équipes africaines
ne sont jamais sortis donc de leur poule. Donc je pense que c'est plutôt un marqueur qui va plutôt contre ce que tu es en train de dire, parce qu'on a vu les équipes du monde. Mais les équipes africaines, elles sont quand même en Coupe du Monde considérées comme des petites équipes. Et donc on a vu des Coupes du Monde précédentes où elles se qualifiaient, elles allaient même éventuellement loin dans la compétition. On a vu la Corée, bon c'était sa compétition allait très très loin. Donc de ce point de vue-là, j'ai rien. Regarde des équipes comme l'Iran, regarde l'Australie. L'Australie n'a pas pris une seule raclée. Donc tu vas pas dire que l'Australie est l'exemple qu'elle est sortie de son groupe. Non, mais c'est pas ça. Que tous les matchs étaient serrés. Il n'y avait pas de match facile. Non, pas à chaque fois. Ces équipes-là, c'est des équipes difficiles à bouger. Je l'ai pas trouvé sur les Coupes du Monde précédentes. Non, il n'y a plus de petites équipes, on n'arrête pas de dire ça, ou sinon il y en a très peu. Mais est-ce qu'il y a encore des grandes équipes? C'est ça en fait le problème, parce que je trouve que ça s'équilibre pour ça. Ça s'équilibre parce qu'il n'y a plus trop d'écart. Voilà, il n'y a plus trop d'écart parce que même si à l'époque il y avait des équipes qui défendaient bien tout ça, mais il y avait quand même des nations qui étaient au-dessus et qui réussissaient largement à dominer les matchs, quoi. Je vais vous donner une tendance également. 73 buts ont été marqués sur des phases arrêtées, sur des coups de pied arrêtés. 43% au total, donc de buts inscrits dans cette Coupe du Monde. C'est le double qu'en 2014 et en 2010. Il y a une augmentation des coups francs indirects. 17 buts ont été marqués en coups francs indirects. Il y en avait 5 simplement en 2014 et 10 en 2010. Inflation également des buts sur corner. 26 buts, donc à l'issue d'un corner, ont été marqués. 18 en 2014, 10. Est-ce que ça, c'est un signe que sur les phases arrêtées, on va dire, même les petites sélections travaillent beaucoup. Voilà, ça exploite beaucoup de choses. C'est un secteur où tu peux rétablir l'équilibre. Mais quand tu défends beaucoup, c'est des occasions, quoi. C'est combien, 18 et 10, c'est ça? Alors, il y en a eu trop, là. Buts sur corner. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai, je vous dis non. Non, sur les buts sur corner, il y en a 26 qui ont été marqués dans cette Coupe du Monde, et 18 lors de la précédente, et 10 en 2010. Voilà. Pardon, moi, j'ai pas de réponse, mais est-ce que la peur du gendarme et du VAR peut jouer ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir accrochages encore? Non, mais il y a toujours des accrochages. Je sais pas, ce serait intéressant, on le saura peut-être plus tard. Est-ce qu'il y a eu des consignes pour faire moins de fautes, même si effectivement il y en a eu? Déjà, c'est les Anglais qui en ont 10 à rattraper. Bah oui, parce que là, pour le coup, ça faisait partie des domaines d'intervention. 9 les Anglais. 9. Non mais sur les phases arrêtées comme ça, lorsqu'on a on va dire, une équipe modeste, voilà, pas le Brésil, est-ce que ces phases-là, elles sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus étudiées? Est-ce que là encore, ça progresse? Tout à l'heure, vous avez parlé d'Angers pour complètement autre chose, mais pour le coup, Stéphane Moulin et le SCO, c'est quelque chose qui travaille particulièrement. Et quand je lui en ai parlé, il disait, c'est le seul domaine où là, il n'y a pas d'écart de budget. C'est-à-dire que quand tu dois produire du jeu, des choses comme ça, et que tu dois affronter le PSG, Monaco, etc., la qualité des joueurs, tu la payes. Par contre, sur les coups de pied arrêtés, là, ça se rétablit. Parce que là, d'un seul coup, au physique, à l'organisation, ça peut se rétablir. Juste avant de glisser vers la pub, Sébastien. Même si, avec le départ, si je ne me trompe pas, de Ndoye l'année dernière, il en a beaucoup moins marqué. Il a eu beau les travailler. Je pense qu'on a assez parlé du SCO d'Angers. C'est inattendu. Bon, allez, un petit Basco. Parfait, le contrat est rempli, mes petits. Les briefs de coupe. Et on parle de Stéphane Moulin, le José Mourinho d'Angers. Champion du monde dans quelques minutes, est-ce le début d'un règne? On posera la question à tous nos chroniqueurs. On aura un duel, un plutôt duel. Il y a du plutôt oui, plutôt non. À tout de suite. Champion du monde, mes amis. Est-ce un coup sans lendemain pour faire vivre cette question? Appelons à la rescousse le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui nous dit ceci. Je savais que c'étaient tous des compétiteurs malgré leur jeune âge, mais dans 2 ans ou 4 ans, ils seront plus forts encore. Hey, la question, est-ce le début d'un règne? 2 chroniqueurs sont plutôt en désaccord. On va se faire un plutôt duel avec ce jingle. Donc dans ce plutôt duel, plutôt oui pour Paul Le Guen, plutôt non pour Dave Apadou. Plutôt oui, Paul, vous avez la main. Je me dis que c'est presque une évidence. On l'a dit hier ou avant-hier, la colonne vertébrale de cette équipe a un profil à pouvoir durer. Ils seront encore compétitifs dans 2 ans. Je pense à Lloris, Varane, Umtiti, Kanté, Pogba, etc. Donc tout se présente bien pour que cette équipe dure. Après, il faudra la régénérer un petit peu, mais puisque Didier Deschamps reste aux commandes, il sera parfaitement bien placé pour le faire. Ok. Dave Apadou, plutôt non. Plutôt non, elle peut durer, mais régner, ça se décrète pas. Il y a très peu de sélections qui ont régné finalement. Alors le Brésil, il y a de Pelé, il y a eu l'Espagne des années 2010, il y a peut-être l'Allemagne. Allez, un peu la France 98-2000, mais c'est très très rare.
Et c'est souvent bâti sur des équipes qui étaient dominantes. Là, c'est une équipe qui a surtout fait son beurre sur l'exploitation des faiblesses de l'autre, sur le contre. Elle dure rarement ces équipes-là, et j'observe que depuis 20 ans, tous les champions du monde passent par la fenêtre des premiers tours. Ok. Sauf le Brésil. Plutôt non, plutôt oui. Dave Apadou, plutôt non, plutôt oui. Paul Le Guen. Et vous, plutôt quoi? Paul ou Dave? Compte Twitter de l'équipe du soir pour arbitrer. Qui c'est qui a fait cette question encore? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais qui c'est qui a fait la question? Ah mais c'est moi, ça. C'est moi. Non, mais je le tiens. Non, mais parce que je suis d'accord sur le haut, mais je suis pas d'accord sur le bas. Parce que je trouve ils seront plus forts pour moi. Ils seront plus forts. Mais après, non mais comme il a c'est dit, une question, le début d'un règne. Dave, le début d'un règne, voilà, c'est tellement compliqué que le prévoir aujourd'hui. Par contre, je suis persuadé qu'ils seront plus forts parce qu'ils sont jeunes, ça va continuer. Ah oui. Dans 2 ans, je pense qu'il y aura pas 60% des 23 qui seront pas là, donc je pense que ça sera une continuité. Donc ils seront plus forts. Maintenant, le début d'un règne, ça va être compliqué, quoi. Ok. Moi, je peux pas aujourd'hui dire dans 2 ou 4 ans, mais avec la conclusion de Dave. Voilà, ouais. D'accord. Okay. Non mais oui. Donc le peuple va. Ouais, j'ai dit. Hein, je décide ce soir, ça fera 2 points. Par rapport au peuple. Pas, quoi. Mais non, je dis que le règne, non. Laurent Blanc sur Beansport. Laurent Blanc donc était présent hier soir du côté de Moscou et nous dit ceci par rapport donc au triomphe des Bleus. Leur vie vient de changer. Ils ne le savent peut-être pas, mais je peux vous dire que ce soir, leur vie a changé. La gestion de ce titre, la gestion des attentes, la gestion même de l'attente démesurée, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être très, très difficile? Ça va être un petit poison. Moi, je pense que ça, c'est une vraie question, parce que autant sur l'équipe de 98, on en a parlé quelques fois, j'ai le souvenir de Sébastien évoquant ce thème-là, c'est-à-dire que l'équipe 98, c'était tous un peu des caïds dans leur club, c'était des joueurs qui étaient plus mûrs, c'était des joueurs qui avaient plus de poids dans les équipes où ils étaient, et je pense que ce sera peut-être plus compliqué pour cette équipe-là, c'est-à-dire avec une frénésie, avec une folie qui s'est emparée de cette équipe sur des joueurs qui ont déjà un peu un tempérament, on va dire, pas de vieux et bons pères de famille. Donc je pense qu'il y a ce danger-là un tout petit peu plus présent pour cette équipe-là que pour 98. Écoutez votre voisin. Oui, mais pour l'instant, je l'entends se débattre comme ça un petit peu. Je veux voir par quel côté il veut me prendre. J'ai entendu Didier Roustan hier dire, et j'étais d'accord avec lui, que le titre l'a obtenu, va donner de la confiance, va permettre à cette équipe de mieux jouer, j'en suis convaincu. Et elle va pas garder le style de ce dernier. Mais là-dessus, c'était pas la question, sauf ton respect. Là, je trouve que c'est lié à ça, quand même. Non, mais je suis d'accord sur sa capacité à être techniquement, tactiquement une meilleure équipe. Là, c'était plus la question de Mémé, qui était une forme de relance, comme on appelle à la télévision française, qui voulait essayer de nous amener sur un terrain qui était de savoir. Je vais résumer sa pensée. Est-ce qu'ils peuvent péter les plombs? Voilà. Excusez-moi. Oui. Voilà, hop, c'est un carton jaune. J'ai oublié mes cartons. C'est mieux en mieux produit. Je suis désolé. Donc, avec un paquet de Doliprane. Oui, voilà. Il n'y a pas de rouge. si, je peux y aller. Je vais vous montrer ma glotte. Mais il était pour Paul ou pour moi, ce carton? Il était pour vous. Je veux dire, on invite Paul tranquille, vous lui mettez des tacs, mais vous lui faites un cours de télévision, franchement, inadmissible. Sébastien, vous êtes très emmerdé par cette question parce que on sait pas, on ne sait pas. Ouais, c'est le principe. Oui, effectivement, quand j'entends Paul et Johan dire qu'ils seront sans doute plus forts, bon, vous êtes plutôt sûr. Moi, je dirais sans doute plus fort dans 2 ans et dans 4 ans. Oui, je suis d'accord. Après, dire que c'est un règne, le début d'un règne, c'est tellement difficile de gagner. Et ça, il y a des gens qui arrivent sur le plateau pour récupérer les cartons. Bundes, rappelez-vous. Donc, c'est tellement difficile de gagner une grande compétition. C'était un règne pour moi, ça voudrait dire que ils vont être champions du. Donc ils sont champions du monde, ils vont être champions d'Europe, ils seront champions du monde. Waouh, c'est rare. S'ils y arrivent, alors là, je dis chapeau. C'est pas ça qu'on signifie. Non, mais c'est pour ça que c'est. Moi, je suis convaincu que le potentiel va être de mieux en mieux exploité, avec de la confiance. Avec cette équipe a appris à jouer ensemble et je suis convaincu qu'ils vont capitaliser là-dessus. Mais là, on va dans le détail. Oui, plus sur l'idée de progression. Oui, mais on va dans le détail, c'est intéressant. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la compétition, comme tout le monde, de Paul Pogba, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais beaucoup moins de bas. Et quand je l'entends parler... Dans son comportement, je trouve. Et dans son comportement. Ouais. Mais quand je l'entends parler, il me parle de sacrifice pour l'équipe.
il dit, moi, ce que j'aime, c'est quand même un football plus flamboyant, plus chatoyant, où moi, je vais pouvoir faire plus de choses, être plus offensif. Ah, c'est le début. Ok. Donc, je me dis, est-ce que ce garçon, par exemple, qui a été capital, il va, sur la durée, conserver cette attitude sur le terrain, ou est-ce qu'il va retomber dans certains de ses travers? Je dis juste que c'est une interrogation, par exemple. Le foot français a suffisamment de De talent ressources. Oui. pour mettre même Paul Pogba en concurrence avec un joueur qui va émerger avec de... Il y avait de l'avance quand il était... oui, mais on a suffisamment de richesse pour pouvoir titiller tous ces gars-là. J'en suis convaincu. La réserve de talent chez les Bleus. On va faire parler un coach qui était de passage chez nous, c'est Marcelo Bielsa. Une archive. Ouais, Bielsa. Qui ça, Jo en pleine paix. En pleine paix, c'est reparti. Bravo. Attendez. J'ai pas un mot. Je sors cette archive. Non, mais attendez. Je sors cette C'est un peu archive. sa victoire avec ce Je sors cette archive. Parce que tout d'un coup, mettre du Bielsa dans des gens et tout ça. le nombre déséquilibres. Marcelo Bielsa, archive alors qu'il est à l'époque entraîneur de l'Olympique de Marseille. On est le 19 décembre 2014. Les journalistes là-bas en salle de presse, donc de Marseille, lui demandent de faire une petite radiographie sur le bilan de la Ligue 1. Écoutez ce qu'il nous dit, et lui va parler du potentiel et des joueurs de Ligue 1. Je crois que le football français a les meilleurs jeunes joueurs du monde. Eso me parece la expresión máxima de esta liga. Et cela me paraît la chose la plus qu'on peut retenir de cette ligue. Y los grandes equipos del mundo, los equipos más poderosos del mundo. Et les équipes, les meilleures équipes du monde van a comprar 15 jugadores de esta liga menores de 25 años. Ils vont acheter aux 15 joueurs de moins de 25 ans de cette ligue. Et dans cette conférence de presse, il a ajouté, on n'a pas retrouvé le morceau, mais je vous lis également la suite. Les jeunes issus de Ligue 1 jouent un football physiquement puissant, techniquement riche, très combatif, très disputé. La Ligue 1 est un espace où les aspects psychiques sont au-dessus de la tactique. C'est un regard qui vous donne une autre opinion sur le triomphe de ces Bleus et un regard qui va vous donner un peu de profondeur. Il a dit 2-3 trucs intéressants quand même. Ben oui, alors là, on peut faire un débat Bielsa. Non, je trouve pas que ce soit si intéressant que ça, Non, parce que c'est quand même le résumé de ce qui s'est passé. Ce qu'il dit là, Marcelo Bielsa, de ce qui s'est passé pendant le mondial. Quoi. Si tu me laisses juste dire, non, c'est juste il dit que sur qu'il va y avoir à partir de maintenant, si j'ai bien retenu, avec la traduction approximative, une quinzaine, une vingtaine de joueurs de moins de 25 ans, donc qui seront achetés par des... Et c'était le cas depuis 15 ou 20 ans ou 25 ans avant qu'il fasse cette déclaration-là. Donc c'est une constante du football français qui a toujours formé des joueurs et qui a toujours été pillé par les quand même qu'on qu'on a une formation incroyable, que nos joueurs sont très bons à l'export, c'est un bon rapport qualité-prix, très bon même. Non mais là il parle pas d'export, là il parle vraiment de grande richesse et au niveau qualitatif. Oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a. On le sait, mais je veux dire c'est bien qu'ils partagent le constat, mais c'est un constat qu'on fait tous, c'est-à-dire que ce que tu perds sur la puissance de tes clubs, tu le gagnes sur ta richesse de formation. C'est-à-dire que tu es obligé de produire tes propres richesses puisque tu peux pas aller acheter. Donc quelque part, voilà, c'est un petit peu le contre-modèle des Anglais, c'est pour caricaturer un petit peu. Les Anglais ont autant acheté. Aujourd'hui, enfin Bielsa en 2014 dit que finalement la France c'est le Brésil au niveau des talents, au niveau de la concentration de talents. C'est quand même quelque chose, qui donne de l'eau à nos moulins à notre question. J'ai envie de dire qu'il a raison, mais je trouve que la Ligue 1 est en train de devenir suffisamment forte pour garder certains d'entre eux. Mbappé, il est à Paris aujourd'hui. Il aurait pu aller au Real, il aurait pu... c'est Paris. Payet, il est revenu à Marseille. Il y a quand même quelques exemples de joueurs qui sont partis, qui sont revenus. Il y a des joueurs qui sont restés aussi parce que la Ligue 1 est devenue plus forte. Donc j'ai mis Bielsa pour rien, ça relance pas du tout le débat. Ils veulent pas dire qu'une fois on dira peut-être qu'il a raison. Mais moi, en général, c'est pas très grave. En général, il est plus intéressant dans ce qu'il dit que dans ce qu'il fait. Et voilà. Mais ça c'est aussi gratuit. Pif, non mais c'est gratuit. La meilleure des réponses c'est le silence. C'est totalement gratuit. Quelle zénitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle zénitude. Je voulais dire un truc, mais je m'en rappelle plus. Non, mais ça vous nous le direz après l'émission. Non, mais j'ai envie là. Je vais le dire de toute façon, si ça me revient, je le dirai. Mbappé, qui gagne? Le plutôt oui Paul ou le plutôt non Dave? Là, vous avez pris un coup de menhir. Non, c'est normal. C'est pas plutôt oui, parce qu'il a commencé en disant c'est une évidence pour moi. Non, mais
Moi, non, excusez-moi, mais moi j'ai eu les réponses des assistants. Il y avait des oui, il y avait plutôt oui et plutôt non. Voilà. C'est Bundes encore. C'est Bundes qui est très intimidant au téléphone. Non, mais on a un public optimiste, c'est bien. Mbappé contre Neymar, l'un est champion du monde, l'autre a perdu beaucoup en images dans ce mondial. Mbappé donc champion, pas Neymar. Mbappé est-il au-dessus de Neymar au Paris Saint-Germain? Non. Non? Toujours pas? Je pense pas encore. Je crois pas. Évidemment, il fait une merveilleuse Coupe du Monde, mais il va rentrer au Paris Saint-Germain si les petits cochons ne le mangent pas dans un club étranger. Je ne sais pas pourquoi on rigole avec moi. Non, parce que moi j'étais tangent. Et ils espéraient, je pense que j'étais tangent, mais j'y suis pas allé, tu vois. Donc je pense qu'ils espéraient. T'as regardé l'adversaire et tu t'es dit, exactement. Au début, il n'y avait que Dev. Je me suis dit, j'y vais. Et puis après, j'ai vu que t'étais là, Étienne. Je me suis dit, c'est pas possible. Madame, t'as entendu que j'étais dans le sens de là-bas. C'est pas allé. Pas trop. Ok. Non, moi ma réponse c'était il devrait l'être. Il devrait l'être. D'accord. Pareil. Mais pour l'instant, Mbappé, le jour de sa présentation au Paris Saint-Germain. Alors, c'est une archive là, qui date de très très longtemps. Hein. On est le 6 septembre dernier. Il est présenté. Regardez. Comme ça, depuis, l'eau a un peu coulé sous les ponts. Écoutez ce qu'il nous dit. J'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Donc, faut quand même se faire petit et commencer tout d'abord par apprendre, parce que j'aurais beaucoup à apprendre des joueurs qui sont là. Comme j'ai dit, ce sont des joueurs, pour la plupart, qui ont tout gagné au niveau national et même européen. Donc ça va vraiment être une expérience enrichissante pour moi et j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup à prouver. Et ça, c'était simple, le 6 septembre dernier. Pardon, mais là, depuis ce qui s'est passé, depuis ce tournoi, l'équilibre du vestiaire du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il est bouleversé? Est-ce qu'il est chamboulé? Je ne crois pas complètement, mais juste pour terminer, si de toute façon on considère aujourd'hui que Mbappé est au-dessus de Neymar et quand il va revenir donc dans le vestiaire du Paris Saint-Germain et que Neymar va y revenir, il sera au-dessus et donc ce sera lui la voix prépondérante. Il faut en vendre un des deux parce que ça va pas fonctionner, c'est sûr. Il y a un problème. Je vous avais posé la question, Paul. Je pense que Neymar était éliminé. Ça peut engendrer un problème, mais j'ai envie de dire, pourvu qu'Mbappé continue à être aussi intelligent que lorsqu'il est arrivé, là c'est remarquable. Ça peut engendrer un problème. Quel problème ça pourrait engendrer, Paul? Moi j'ai envie de dire plus que du côté de Neymar que du côté de Mbappé. Mbappé, lui, il est suffisamment câblé, intelligent pour accompagner son évolution. Après, ça peut susciter une frustration du côté de Neymar qui aime avoir le rôle vedette, et c'est vrai qu'il a accepté d'être dans l'ombre de Messi, mais c'est pas pareil d'être dans l'ombre de Mbappé. Ce serait pas pareil. Surtout quand t'es pas venu avec ce programme en tête. Voilà, ouais. Mais après, ce qui est certain, c'est que ça va quand même changer la donne de manière assez importante. C'est-à-dire qu'au cours de la saison cette année, il y a eu un petit moment de tension, comme il y en arrive souvent dans un vestiaire, faut pas surinterpréter. Mais à un moment, Neymar a commencé à penser un peu plus à lui. Voilà, en début d'année, et dans le jeu, son jeu a un peu évolué, il a commencé à donner moins de ballons. Cavani, ça l'a très vite agacé, mais Mbappé, tout Mbappé qu'il est et tout modeste qu'il soit, en conférence de presse, ça l'a agacé aussi. Ça, c'était en début d'année. Donc forcément, avec ce qui s'est produit, avec ce qu'il a réalisé, si ça l'a agacé en janvier, je vous garantis que si ça se reproduit en octobre, ça l'agacera aussi. Et c'est normal. Donc quelque part, ça va être à Neymar aussi de s'adapter à ça. Et c'est Neymar aujourd'hui qui a une revanche à prendre. C'est-à-dire que son image a été altérée, vous l'avez dit, de manière considérable au cours de cette Coupe du Monde. C'est un immense joueur, bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut qu'il fasse plus, il faut qu'il fasse mieux, il faut qu'il devienne généreux. Parce que c'est aussi comme ça qu'il deviendra encore plus grand, en tout cas à mes yeux. Je pense qu'il y a deux facteurs. C'est que Neymar, compte tenu de ce qui traverse là, il y a eu le PSG, il y a eu ce qui s'est passé avec au Mondial. Voilà, il doit revenir à plus de sobriété. Il le sait, il n'est pas idiot, il est conseillé, il l'a déjà fait. Moi, je pense que voilà, il va revenir dans de meilleures dispositions. Je peux le souhaiter, mais même je peux le penser. Mais et puis il y a aussi, je pense que ce qui peut un petit peu sauver la cohabitation, enfin la sauver, on se comprend. Non, oui. C'est qu'en fait, ils ont quand même pas tout à fait le même rôle. C'est-à-dire que Neymar, malgré tout, c'est quand même celui qui génère le jeu. C'est quand même celui qui l'orchestre, parfois trop, mais quand même c'est ça. Mbappé, malgré tout, c'est quand même plus un attaquant. Je pense pas qu'il soit destiné à faire la même chose dans une équipe. Oui, non. Non, je suis en train de réfléchir à l'attitude éventuelle de Neymar. Je me dis qu'on lui fait peut-être un procès d'intention parce qu'à un moment donné, on a loué quand même la complémentarité et la générosité entre Suarez, Messi, Neymar. Et ça fonctionnait très bien.
Donc, si, c'est vrai. Pendant toute je suis une complètement d'accord avec toi. Mais on en revient au profil des joueurs. Il l'a accepté évidemment en arrivant avec ces deux grands joueurs-là. On peut avoir plus de doutes qu'il accepte avec un joueur de 19 ans. Non, mais je pense que Neymar, il n'est pas aussi bête que... C'est pas un idiot, quoi. Il voit ce qui s'est passé quand même depuis 3-4 mois. Moi, je pense qu'il va arriver là, pas en se calmant, en disant rien, mais en travaillant pour montrer de nouveau qu'il est au-dessus de Mbappé. Je pense pas à mon avis, il arrivera dans ce vestiaire en disant c'est moi le patron, quoi. Pas en disant, en de nouveau le montrant à tous ses coéquipiers. Et au même, je pense qu'il a quand même beaucoup de choses à se faire pardonner depuis 3-4 mois ou voire 5 mois, entre la blessure du PSG et le fait de ne pas venir, ce mondial où tout le monde se moque de lui. Johan, mais il y a je pense qu'il va arriver au PSG. Aussi. Oui, mais je pense qu'il... Oui, mais je pense qu'il est assez intelligent pour revenir ce qu'il était, sur l'image qu'il avait il y a 1 an, en arrivant au PSG, pour montrer de nouveau à tout le monde qu'il y a, bien sûr, il y a Mbappé, mais qui reste quand même, à mon avis, par rapport au vécu. J'espère comme toi, Jo, mais franchement, je suis pas sûr. De ce que je vois de Neymar depuis qu'il a quitté le Barça, mais même avant sa fin au Barça, me fait douter très largement. Quand tu penses qu'il va pas arriver en se disant aujourd'hui Mbappé est notre... on va avoir un autre regard sur Mbappé? Je pense que le virus est là et que la rechute, elle peut être très très rapide aussi. Ce que j'ai vu faire, moi franchement j'ai été surpris de le voir faire ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain dans l'équipe du Brésil. C'est-à-dire sur cette Coupe du Monde, il l'a pas fait tout le temps, c'est-à-dire prendre le ballon, jouer tout seul, essayer de dribbler toute l'équipe adverse, gueuler sur ses coéquipiers, insulter... C'était vrai son premier match, mais... Insulter un coéquipier, etc. Je pensais que c'était des choses qu'il ne faisait absolument pas et qu'il ne ferait jamais avec l'équipe du Brésil. Il l'a fait. Je trouve qu'il allait très très loin dans les excès. J'espère que tu as raison de revenir en arrière. Il a été généreux, qu'il a essayé de jouer avec ses coéquipiers, qu'il l'a fait de temps en temps, mais qu'après, quand il voyait qu'il n'y arrivait pas, il a quand même essayé de jouer avec les autres. Je l'ai pas trouvé à la fin de la compétition, au début de la compétition, on est resté bloqué un peu sur les 2 premiers matchs. Alors il y a aussi quelque chose. On parle de l'image, donc c'est l'image médiatique, c'est l'image des supporters, etc. Dans le vestiaire du PSG, je peux pas croire quand même que vis-à-vis des joueurs qui connaissent sa valeur de joueur, ils savent, comme ils ont un crack mondial. Et je peux pas croire que quand il va arriver, le mec il est dévalué. C'est impossible. Mais je pense que les joueurs ont jamais voulu carrer Neymar. C'est plutôt lui, Neymar, qui carre un peu. Non, mais j'entends bien. Non, mais sur le circuit. Non, mais bien sûr. Mais on était sur le rapport de force dans le vestiaire, en quelque sorte. Dans le vestiaire, les Thiago Silva et compagnie, ils savent quand même que Neymar, c'est un crack mondial référencé. Voilà, que Mbappé, il est encore dans l'ascension. Oui, mais la donne a changé. C'est le foot. Oui, et puis il est champion du monde, il revient, il a 19 ans, il est champion du monde, et que on s'en rend pas. On en parle beaucoup, évidemment, mais nous, on en parle beaucoup depuis longtemps, quelque part. Et dans le monde entier, on ne parle que de Kylian Mbappé. Je pense pas que Mbappé va arriver au PSG en se disant c'est moi qui suis au-dessus de j'ai Neymar. pas dit ça. Hein. Non, mais tu vois, dans l'esprit. Non, mais c'est important après dans la gestion de cet événement. Je pense que Neymar restera au-dessus, Mbappé va rester à sa place, même s'il a ce titre à 19 ans. Selon moi, je pense qu'il va considérer, lui, dans sa tête, que Neymar, c'est... Et imagine s'il devait... Imaginons qu'il soit ballon d'or. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact que ça aura, par exemple, sur Neymar? Excusez-moi, mais j'avais une petite citation. Comment il le vivra? J'avais une petite citation, justement, de Kylian Mbappé. C'est terrible pour Neymar. C'était le lendemain de sa présentation d'une interview au Parisien, le 7 septembre. Kylian Mbappé nous dit « Mon objectif est de marquer beaucoup de buts et d'aider Neymar. Il peut nous aider à soulever beaucoup de trophées, donc on doit en prendre soin. Je vais tout faire pour l'aider. À gagner ce ballon d'or, ça me ferait plaisir, je pourrais le toucher comme ça. » Pardonnez-moi de briser vos rêves, mais ça demeure quand même de la communication bien faite. Et ce garçon est tout sauf idiot. Il connaît toutes les ficelles déjà, ça l'empêche pas de faire des erreurs, c'est un jeune homme. Mais c'est quelqu'un qui, quand il arrive au Paris Saint-Germain en venant de l'AS Monaco, il sait ce qu'il faut dire, il sait comment se faire accepter, etc. Non, je te jure, dans le foot, je te garantis. Non, mais sûrement, mais je pense qu'un gamin de 18 ans qui arrive là, qui va jouer avec Neymar... Mais il adorait Neymar. Hein. Moi, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Il adorait Neymar. Je pense qu'il a une idée d'aller chercher ce ballon d'or. Mais je pense qu'il a aussi, il sait qu'il a que 18 ans, même si il n'aime pas qu'on lui parle de son âge, il sait qu'il arrive au PSG, comme il a très bien dit, des mecs sont là et sont au-dessus de lui aujourd'hui au niveau trophée, au niveau vécu. Je pense que quand il fait cette déclaration, il est vraiment sincère. Parce qu'on est en septembre. Oui, on est en septembre de l'année dernière. T'as raison. J'ai une autre déclaration à vous faire, pas écouter, mais à lire. C'était hier, donc après son titre mondial. Le gars a 19 ans, hein, d'accord, sur TF1. Gagne, il est champion du monde. J'ai toujours dit que je ne voulais pas être de passage dans le foot. Être champion du monde, c'est envoyer un message. C'est un passeport pour faire mieux.
Ok, moi je me dis, le gars, il a gagné la Coupe de la Ligue. Il dit, bon, bah, il sort cette déclaration-là, le gars a 19 ans, passeport pour rien. Le mec, là, c'est champion du monde. Il dit, ok, c'est bon, mais allez, la suite maintenant. La mentalité du gars est incroyable quand même. Paul, j'ai eu l'impression tout à l'heure que vous vouliez dire 2-3 petites choses à Dave ou à Sébastien. Puis on a été bavard, pardon. Non, mais simplement, je voulais dire que tout crack mondial qu'il soit, ses coéquipiers ne vont pas oublier son absence de 3-4 mois en fin de saison dernière. Ce sont des choses qui marquent dans un vestiaire. Et certes, les esprits sont versatiles et en 3-4 matchs, il peut faire retourner quand même. Il peut retourner les choses. Mais les joueurs ne vont pas oublier que pendant 3-4 mois, certes, il est rentré se faire soigner, mais il a pris son temps au Brésil. Et la question, et moi comme ça j'aurais perché, c'est très bien, qu'on peut se poser aujourd'hui, je vous la pose, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait envisager de vendre Neymar au Real Madrid pour une somme XXL, sachant qu'il a quelques soucis avec le fair play financier. Est-ce que ça pourrait être une stratégie de club qui aujourd'hui s'entendrait, alors qu'il y a 3 mois, elle paraissait inaudible? Le fair play financier, ça, c'est pour la hyène. Il n'y a pas de nécessité pour le Paris Saint-Germain de vendre Neymar ou qui que ce soit d'ailleurs aujourd'hui, donc pour rentrer dans les clous du fair play financier. Mais sur l'exercice suivant aussi. Oui, mais là, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, il serait plus que largement bénéficiaire. Ce serait plus une stratégie, on va dire, sportive, une conséquence d'une évolution sportive qui le ferait peut-être prendre cette décision-là, mais j'y crois pas. Alors, il y a quand même un qu'on oublie dans cette affaire-là, c'est Cavani, parce que Cavani, lui aussi, avait quand même des problèmes avec Neymar, pas mal, donc pendant toute la saison. Et que lui, est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain? Ça peut aussi influer de savoir si Neymar ou Mbappé, ils seront ou ils seront pas. J'aurais pas dû parler du fair play financier, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était sur le plan sportif. Si tu es responsable d'une politique sportive du Paris Saint-Germain aujourd'hui, est-ce que tu te poses la question ou pas? Voilà. Je crois que Sébastien brigue la direction sportive du Paris Saint-Germain. En 2 minutes, on va vendre les 3 attaquants. On va le travailler en férocité pendant la pub. On vous donnera le fruit de nos recherches dans quelques minutes. Deschamps contre Zidane, c'est le sondage du soir qui est pour vous l'entraîneur de l'année. On fera un habillage à l'américaine et on vous donnera notre réponse. Vous pouvez participer à ce sondage compte Facebook de l'équipe du soir et site l'équipe. A tout de suite. Deschamps contre Zidane. L'un a gagné la Coupe du Monde, Didier Deschamps, l'autre a gagné sa 3e Ligue des Champions d'affilée. Qui doit être désigné coach de l'année, habillage à l'américaine? Et on y va. Sébastien Tarago. J'ai oublié d'un remettre une raclée à Bundes. Sébastien, Deschamps ou Zidane? C'est tellement difficile. Ta mère ou ton père? Je vais dire Zidane. Zidane. Pendant rouge. Dave Apadou. Deschamps. Deschamps, ok. Étienne? Franchement, c'est pas difficile. Deschamps. Deschamps, Paul? Je déteste mettre Zidane 2e, mais je dis Deschamps. Ok. Jo? Je vais écouter. Ouais, bah moi vous êtes aussi alors. Pour une fois. Non, mais je vais écouter, puis après je ferai mon avis. Sébastien? Non, mais déjà on est dans l'émotion d'un titre. On penche naturellement sur Deschamps. Il a trouvé les solutions alors que je pense qu'il avait commis quelques erreurs avant le tournoi et au début du tournoi. Donc chapeau, vraiment chapeau. Il a su construire un groupe. Ce que je me dis sur le travail d'entraîneur pur, c'est que Zidane, il a eu une influence considérable sur une équipe qui pouvait se retrouver dans la panade. Mais totalement. Et ça, on sentait que le Real Madrid perdait un peu pied à un moment. Et lui a eu des choix très forts en refusant du recrutement. Il a su aller avec ce groupe de manière très puissante vers un objectif. Alors vous allez me dire Deschamps a pu le faire aussi, mais j'ai trouvé que dans la gestion quotidienne d'un groupe aussi impressionnant en termes de CV, c'était tellement fort. Voilà. Okay. Donc c'est presque quelque part incomparable à mes yeux le travail en club et le travail de sélectionneur. Et c'est juste parce que ça me paraît encore plus dur le travail en club que je réponds ça. Mais franchement, j'ai pas envie de problème sur ce débat. Mais ils ont marqué quand même cette année, cette saison 2018. Moi, par nature, la Coupe du Monde, pour moi, c'est au-dessus. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est non, mais... Ouais, mais c'est une lecture. Voilà. Moi, je trouve que la Coupe du Monde, c'est au-dessus. Et ce que tu dis, c'est vrai sur Zidane, mais justement, je trouve aussi que ce groupe qui a très peu été, quasiment pas retouché, je trouve qu'ils sont aussi portés par un vécu commun. Voilà, qui fait que des Ramos, des Ronaldo vont quand même porter cette équipe. Moi, je trouve que cette équipe de France, elle est avant tout portée par Deschamps. Je trouve que c'est quand même lui qui la façonne, c'est quand même lui qui lui donne vraiment son identité.
une identité qu'on peut apprécier ou pas au niveau esthétique, mais malgré tout, je trouve qu'elle porte son identité. Le Real de Zidane, je trouve qu'il porte l'identité du Real. Mathieu Barnier nous dit Zidane sans hésiter, perdurer, donc, ou maintenir finalement un niveau d'exigence et de gagne est moins évident qu'un coup ponctuel. Et non, vous vous dites sans hésiter, c'est Deschamps. Pourquoi? Il n'y a pas d'hésitation. Non, il n'y a pas d'hésitation. Les deux premiers arguments de Dave sont imparables. Évidemment, c'est la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus fort qu'une Ligue des Champions. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que c'est juste une troisième. Alors, c'est un exploit remarquable de gagner une troisième fois la Ligue des Champions. Mais comme a dit Dave, il a un groupe de joueurs. On sait ce qu'était le Real Madrid. Le groupe n'a pas beaucoup changé. Les joueurs sont pas encore des vieillards. Ils sont toujours compétitifs. Je vous rappelle quand même les doutes qu'on avait sur ce qu'était cette équipe de France avant la compétition. Elle n'avait pas de système de jeu, on ne savait pas qui devait être titulaire, on ne savait pas comment elle devait jouer. Il y en avait beaucoup de doutes sur son implication, même mentale. À l'arrivée, il gagne la Coupe du Monde. Je ne vais pas dire facilement, mais enfin, ils sont allés jamais en prolongation. Et juste, ils gagnent la Coupe du Monde, la compétition la plus importante qui soit. Et c'est Deschamps qui l'a fait, et tout le monde l'a relevé, avant même que ce soit les joueurs, parce que c'est lui qui a composé cette équipe et qui lui a donné son souffle. Étienne, sur l'un de vos premiers arguments, j'ai entendu Johan Micou dire je ne suis pas tout à fait d'accord sur le je suis pas forcément d'accord. Football pratiqué, Coupe du Monde, Ligue des Champions, c'est ça? C'est le niveau du foot. Je ne sais pas si c'est plus dur la Coupe du Monde que la Ligue des Champions. Mais ça a plus d'impact. Non, mais tu dis que c'est plus dur. Moi, je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre, quoi. À pouvoir l'emporter, à pouvoir gérer, parce que là, la Coupe du Monde, c'est un mois, la Ligue des Champions, c'est sur toute une saison, c'est deux choses différentes, mais je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre. Alors oui, c'est une fois tous les 4 ans, alors peut-être que c'est par rapport à cet argument-là que tu dis que c'est au-dessus. Moi, je suis pas sûr que ce soit plus dur, à mon avis, c'est aussi dur l'un que l'autre. C'est une compétition plus importante. Paul Le Guen. Prestige. Là, on nous demande de départager 2 parcours et 2 réussites exceptionnelles. C'est pour ça. Moi, j'ai donné déjà les 2 années précédentes à Zidane. Il a gagné les 2 Ligues des Champions, donc cette année. Paul, vous n'avez donc pas d'ennui. Ce serait dommage, le dernier jour. Allons-y, on m'a posé la question, je suis désolé. C'est un politicien breton, quoi. Non, mais là, c'est compliqué. Après, moi, j'ai un respect immense pour les deux. Zidane, oui, les arguments de Sébastien étaient très, très recevables. Mais après, ce qu'a fait Deschamps, c'est aussi costaud, quoi. Qui a eu le plus d'impact sur son équipe? Est-ce que ça peut affiner? Oui, voilà. Forcément. Franchement, sur l'impact, je trouve que c'est plus Deschamps. Ouais, vraiment. Parce que là, je trouve que Dave a raison. Je veux dire que le Real. Là, tu fais un constat à la fin où ils ont la Ligue des Champions et que c'est réglé. Pas du tout, pas du tout. Quand ils étaient au fond du trou, qu'il fallait, s'ils gagnaient pas en 8e, ils étaient dégagés. Il faut quand même avoir une gestion. Ouais, mais on parle pas des 3 Ligues des Champions gagnées consécutivement par Zidane, on parle de la dernière. Donc, à partir du moment où il y a eu les 2 précédentes, on va pas dire que c'est non plus une immense surprise que ce groupe de joueurs qui avait gagné avec l'équipe d'Espagne, qui avait gagné avec le Real Madrid, soit capable de le faire une 3e fois, même si c'était un peu plus compliqué cette fois-ci. C'est justement important. Oui. Non, mais là, aujourd'hui, on part en France avec l'équipe de France de presque rien ou de pas grand-chose. Presque rien. De l'Euro 2016. Au début de la compétition. Les finalistes de l'Euro, il y a des gens comme Paul disait qu'ils étaient favoris de la Coupe du Monde. Ça, on parle pas de rien non plus. Il faut un peu retomber quand même. Là, on a l'impression qu'on est parti avec le Panama. On est champion du monde avec le Panama. On a peut-être le futur ballon d'or. Il commence à jouer dur, le Guen, il m'attrape par l'épaule. Je pense que c'est un argument qui peut se retourner contre toi. Parce que si tu dis qu'il part de rien, il était en place depuis 6 ans. Ça, je pense que tu te mets en difficulté. Non, parce qu'on n'a pas jugé coach de l'année, Paul Le Guen. C'est pas écrit en breton, mais on comprend quand même. Coach de l'année, c'est-à-dire qu'en 2018, quel est le meilleur coach? On dit pas les 2 saisons précédentes. Dans une semaine, on a l'Iran au départ du mondial. On dit pas la fin et on dit pas celui qui était finaliste à l'Euro. On parle de 2018. Non, mais d'accord, mais tu vas me... Tu ne peux pas parler sur le débat. Content-toi d'écouter. Jo, maintenant, excusez-moi, vous avez pris vos conseils là. Sur un an. Okay. Donc depuis un an, on n'a rien. Zidane ou Deschamps pour vous? Donc là, maintenant, là. Depuis un an, on n'avait pas grand-chose. Ça, je te le confirme. Zidane ou Deschamps? Tu l'as dit toi-même sur ce plateau. T'as l'éclosion d'une superstar, on vient de dire depuis un mois là. Toi-même, tu comprenais pas le système de jeu, tu comprenais pas comment. Ça, c'est autre chose. Ah voilà, tu comprenais pas. Tu voyais pas
la progression qu'il y avait eu dans cette équipe. Je t'ai écouté parce que tu es mon dieu de consultant. Après Paul Le Guen, bien sûr. Étienne est en difficulté. De toute façon, il monopolise la parole. Bon, attendez. Parce qu'on a eu le sondage du soir, là. Deschamps, Zidane, qui est pour vous le coach de l'année. Est-ce que c'est la Dèche ou Zizou, Didier Deschamps ou Zinedine Zidane? Je sais pas, on va peut-être avoir. Deschamps, boum, à partir de l'argument de dire si tu gagnes la Coupe du Monde, c'est au-dessus. Donc après, il n'y a plus de débat, quoi. C'est le gars qui gagne la Coupe du Monde, on lui file. On t'a donné quelques arguments. C'était pas le seul quand même. Ouais, mais bon, vous avez tous les deux vraiment appuyé là-dessus. Non, mais je t'ai dit que. Ouais, mais après, j'ai plus écouté. Ah oui, bah. Toi, t'es plus en roue libre, en fait. Il n'y a même plus de roue, il n'y a plus rien. On va passer après ça m'énerve. Et sur le châssis. à la case match de légende. On va revenir le samedi 30 juin à la Kazan Arena. La France affronte l'Argentine. Victoire des Français 4-3. La victoire finale vous donne-t-elle désormais un autre regard sur cette rencontre, sur cette victoire contre l'Argentine de Messi? Peut-on dire maintenant que c'est un match de légende? À cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, attention, c'est un 2 contre 1. Celui-là, non? Non, tu y es pas. Avec Paul Le Guen, alors. Paul et Étienne font un tandem ce soir. Vous m'avez répondu oui. On peut dire maintenant que c'est un match de légende. Dave Apadou reste extrêmement cohérent avec sa violence. C'est non. Chez les Le Guen-Moiti qui commencent, Paul ou Étienne? Si j'avais été en tandem avec Joe, j'aurais pris la main parce qu'il en aurait eu besoin, mais avec Paul, je ne sais pas les mains. C'est bien, t'as qui président. C'est bon, c'est réglé. Ouais, mais c'est la dernière de l'année. Suivant. Passe au VAR, là, passe au VAR. Paul, vous avez 45 secondes, mais attention à utiliser avec Étienne. On vous écoute, Paul. C'est un match de légende, c'est le match clé de la Coupe du Monde, c'est le match dont on se souviendra. On pourra éventuellement oublier les autres, mais celui-là, on va le garder en mémoire parce que c'est le match qui a tout déclenché. Il y a le but de Pavard, il y a 2 ou 3 situations, il y a l'accélération de Mbappé. Oui, c'est le match dont on va se souvenir. Dave Apadou. 45 secondes sur un compte 2 contre 1. Pardon. Si, c'est 45 secondes, mais là, je crois qu'ils sont déjà en vacances. Ah oui, d'accord. Voilà. On perd du temps, là. Là, ils ont pris l'habillage de... Vous inquiétez pas. T'as gagné, vas-y. Non, il y a gagné, il y a des bons matchs et il y a des matchs de légende. C'était un bon match, mais un match de légende, c'est aussi indexé sur l'adversaire, c'est aussi indexé sur des circonstances ou un scénario complètement fou, complètement extraordinaire. Il me semble pas que ce soit le cas là. C'était un bon match, mais contre un adversaire qui était en Russie par miracle et qui était en 8e de finale par miracle et qui avait quand même pas grand-chose à proposer. Ok, Étienne Moiti. Bon, l'adversaire, c'était juste l'Argentine de Messi, mais l'argument principal, c'est celui qu'a développé Paul, c'est-à-dire que la France est championne du monde, et il y a un match dont on se souvient pour l'équipe 98, c'était France-Brésil, pour l'équipe 2018, ça va évidemment être France-Argentine, c'était le match le plus spectaculaire et de loin. 11 secondes et 31 centièmes. Définition d'une légende, c'est un récit populaire qu'on se transmet et qu'on re-raconte et qu'on re-raconte. Et ça, on se racontera pas ce match comme on a raconté Guadalajara, comme on a raconté Séville, comme on a raconté France-Brésil. Je suis persuadé que ce match-là, on le racontera pas. Voilà, on le regardera pas. De toute façon, j'ai le point. Et sur 30 secondes seul. Alors là, vous allez prendre une volée, les gars. Ok. Les téléspectateurs, c'est la tradition de l'émission, hein, vont trancher. Pour vous, ce France-Argentine, est-ce que ça devient un match de légende, oui ou non? Compte Twitter de l'équipe du soir. Et arbitrage, du toujours aussi impartial, Johan Nico. J'ai du mal sur cette question parce qu'en fait, c'est le nom l'Argentine, mais c'était pas l'équipe d'Argentine. Il y avait un joueur qui était au-dessus, qu'on a assez bien étouffé sur ce match. Mais après, moi je pense que pour rentrer dans la légende, il faut vraiment qu'il y ait deux grandes équipes. Et là, sur ce match-là, il n'y en a eu qu'une et elle a très très bien géré ce match. Même si elle en a pris 3 contre une Argentine qui était selon moi très faible. Mais voilà, donc j'ai un peu de mal. Je trouve qu'elle fait son match le plus abouti, l'équipe de France, mais elle en prend 3 contre une Argentine faible. Donc j'ai du mal à le mettre dans la légende, quoi. Ok. Sébastien Tarago, et après, on va réécouter le replay de l'émission, les premiers moments de l'émission de débrief de ce France-Argentine. Vous allez voir. Je vais sortir. Non. Bundes encore bon. Non, moi j'étais embêté aussi pour répondre à cette question. Et après avoir écouté tout le monde, je dirais plutôt non. Non. Non, mais parce que moi, on m'a reproché de ne pas être assez enthousiaste après ce match et à mes yeux, parfois ton petit défaut, mais pas tout le temps. C'est quoi ça? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours mieux de dire ce qu'on pense plutôt que de surjouer. Mais on dit ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on pense en souriant, en plus. Je vais finir. Et je pense que c'était des fantômes en face.
Voilà. C'était des fantômes. Et moi, j'avais vu le match de l'Argentine, évidemment, comme la plupart d'entre nous précédents, qui lui a permis de se qualifier pour les 8e de finale. Et c'était déjà des fantômes. Et ils étaient sortis miraculeusement, les Argentins. Et franchement, c'était très faible. J'envoie le replay. On est le 30 juin. Les archives de l'équipe du soir. La France vient de se qualifier pour les quarts de finale. Et je pose la question suivante aux chroniqueurs qui étaient présents. Certains, d'ailleurs, étaient présents ce soir-là. Est-ce pour vous une qualification fantastique? Superbe, mais pas fantastique. Formidable, mais ni superbe, ni fantastique. Ouais, d'accord, ok. Pleine d'émotions. Pleine d'émotions, donc pas fantastique. Miku, elle est pas fantastique, donc non. Non, c'est une victoire logique. C'est une très belle qualification. Mais le mot fantastique doit s'appliquer à une performance face à une plus grosse équipe. On reste toujours carré sur cette grosse équipe, mais par rapport après au tournoi, ce match-là, et Paul, dans votre argumentaire, vous l'avez bien placé, c'est un match fondateur. Non, mais un match clé, ça moi je suis persuadé de ça. Oui, mais clé pour un titre mondial. Non, bien sûr, mais le match en lui-même, tu vas pas le re-raconter, tu vas pas le ça va pas devenir un bouquin, ça va pas devenir deux adversaires. Il faut que ce soit deux, tu vois, les matchs de légende de la France, c'est vraiment, il y avait une vraie opposition. France-Brésil 86, voilà. Mais là, je suis absolument pas d'accord. Je suis d'accord avec Paul. Évidemment que c'est pas la meilleure équipe d'Argentine de l'histoire, mais c'est quand même l'équipe d'Argentine où il y a Messi qui joue, qui vient là pour gagner la Coupe du Monde et qui vient là pour être le meilleur joueur de l'histoire du football. Si tu penses ça, après c'est ton avis. Il vient pas là pour gagner la Coupe du Monde. Oui, d'accord, mais tu as vu une grande équipe. Non, mais ça c'est très bien de dire ça, mais tu as vu ce que tu as vu. T'as vu une grande équipe d'Argentine? Parce que j'ai commencé par dire que c'était pas la meilleure équipe d'Argentine. Ah bah oui, non mais c'est pas la meilleure, c'est même la plus faible. Mais l'histoire, si tu penses qu'elle retient simplement les équipes par la valeur qu'elles avaient, l'histoire, elle va retenir, et la légende, pour moi, elle est née déjà sur ce match-là par la performance de Kylian Mbappé. Parce qu'il montre à la face du monde. Et que ce match-là, comme il n'y en a pas eu d'autres après pour l'équipe de France qui avait cette valeur-là, il va être le symbole de cette victoire en Coupe du Monde. Et pour l'équipe de France, il va rentrer dans la légende des matchs de l'équipe de France. On parle pas de cas particulier. Moi, je suis d'accord avec Paul, c'est un match clé parce que derrière, ça évolue sur quelque chose. Mais c'est l'équipe adverse, elle est trop faible. On dit tout. Là, tu dis qu'on se rappelle pas de l'adversaire. Tous les matchs que Dave a cités, on se rappelle de l'adversaire. Que c'était très compliqué, que c'était fantastique en face aussi, et qu'on est quand même passé. En tout cas, mais il y a les circonstances du match qui rajoutent aussi, c'est-à-dire qu'on est mené au score et qu'il faut que tout d'un coup un gamin sorte des actions exceptionnelles. Oui, mais un match de légende, t'as forcément un grand adversaire, c'était pas le cas. Match de légende ou pas, ce France-Argentine? On voulait refaire le match ensemble avec vous. Dave Apadou. Non mais de toute façon, ce soir, vous n'êtes pas convaincu. Paul Etienne gagne à 65%. Non mais après, tu peux pas parler de... On peut pas parler d'un 2 contre 1 de légende. On peut pas tellement. Non, là, non, il n'y avait pas de... Non, mais ce soir, tu peux pas parler d'un truc qui est contre l'émotion populaire. Ben non, mais ce qui s'est passé sur le côté France. Mes amis, je voulais vous poser une dernière question avant de partir en vacances. VAR ou pas VAR pour la première fois dans l'histoire de la... Oui, c'est bossé. On a fait la rivière avec Thierry. Il y a des auteurs et tout. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, Abil Djelit était là aussi. Était utilisé. Dans 4 cas, la VAR était activée par la cellule vidéo. Vous savez, la NASA, là, située à Moscou, avec 3 arbitres vidéo. Les 4 cas étaient les suivants: but, penalty, carton rouge ou erreur sur la personne avertie. Alors, est-ce un mondial qui vous fait douter de l'arbitrage vidéo? Ils ont trop d'écran. En fait. Et je crois que vous m'avez tous répondu oui, c'est ça, vous avez un doute. Étienne, vous étiez plutôt un converti de l'arbitrage vidéo. Vous avez un doute, là, vous sortez de ce mondial avec... Moi, je pensais pas prendre la parole, je viens de beaucoup parler sur le thème précédent, et en plus, s'il y a un thème sur lequel j'ai plus d'avis, c'est l'arbitrage vidéo. Mais en tout cas, sur cette compétition, ce que j'ai pas compris, c'est que on nous a expliqué qu'il devait trancher à partir du moment où il y avait une erreur flagrante commise par l'arbitre. Et c'est pas du tout ça qu'on a vécu pendant la compétition, parce que finalement on vient réinterpréter. L'arbitre avait pris une décision, il vient voir, il est pas sûr, il y revient plusieurs fois, et à la fin, quand même, il change sa décision. C'était pas l'esprit de la VAR. Vous avez déjà trop parlé. Sébastien Tarago. C'est-à-dire que moi, je voulais voir. Je voulais vraiment qu'on essaye. Donc j'étais pas un sceptique catégorique. Et malheureusement, ce qui s'est passé m'encourage peu à continuer. Et surtout, moi avant, je pensais que les arbitres se trompaient parfois parce qu'ils pouvaient pas tout voir. Et en fait, j'ai découvert que parfois ils se trompaient parce qu'ils connaissaient même pas le règlement. Et ça me gêne un peu plus. Vous voyez, quand ils sifflent des mains
alors qu'ils connaissent pas le règlement tel qu'il est écrit sur l'intentionnalité de la main et qui siffle penalty quand même, là ça me gêne vraiment beaucoup. Vous avez une action, une main? Non, mais il y en a eu plusieurs au premier tour où c'est insensé. Et hier, on peut en discuter. Pour la plupart des gens, il n'y a pas pénalty. Ouais. Moi, je suis prêt à discuter là-dessus. Mais pour la plupart des gens, il n'y a pas pénalty. Donc ça me gêne et malheureusement, ça a été mal utilisé. Et quoi qu'il en soit, ils se sont allés trop vite. C'est-à-dire qu'à un moment, la FIFA, elle a absolument voulu profiter de cette compétition pour mettre en place le VAR. C'est un passage en force. Et oui, effectivement. Et ça méritait davantage de préparation. Il y a 3 jours, Gianni Infantino, donc le patron du foot mondial, a défendu le football avec l'arbitrage vidéo. Avant la petite finale et la grande finale, donc le patron de la FIFA a communiqué des chiffres. Il y a eu 440 vérifications. 440 vérifications, avec 19 vérifications qui ont conforté l'arbitre, qu'on a vu. 19 qu'on a vu, et 16 également qu'on a vu, où l'arbitrage vidéo a changé la décision de l'arbitre. Est-ce que là, il y a une stat qui manque. Ah oui. Combien de situations de fautes n'ont pas été jugées par justement, moi, lorsqu'il annonce ça, les 440 vérifications qui ne sont pas forcément montrées à l'écran, moi j'ai compilé 2-3 petites choses qui ont fait d'ailleurs nos débats. Quelques exemples de matchs. Il y a Maroc-Portugal avec la faute de Pépé sur le but de Cristiano au premier poteau. Espagne-Maroc, un but d'Aspas validé par l'AVAR avec une ligne de démarcation là qui apparaît. Suisse-Brésil, Zuber, le buteur qui pousse Miranda. Alors peut-être qu'ils ont vu, ils ont vérifié. Les plaquages sur Harry Kane contre la Tunisie. Oui, il y a Brésil-Belgique, un penalty oublié pour un penalty, j'en ai mis qu'un, de compagnie sur Gabriel Jesus. Portugal-Iran, un coup de coude de Cristiano Ronaldo et un simple carton jaune. Serbie-Suisse, Mitrovic assuré pas de penalty. Espagne-Russie, piqué accroché par Ignacevic dans la surface. Voilà, on a fait un petit détour là-dessus. Paul, moi je s'ajoute à la confusion. Oui, je suis loin d'être convaincu. Moi je voudrais qu'on revienne à plus de simplicité, que l'arbitre reprenne la main. Hier, par exemple, ce qui est intéressant, après on peut discuter du penalty, mais c'est lui qui décide. Et il va voir, il regarde l'action. Moi je voudrais qu'on supprime le bureau en haut. L'œil de Moscou. L'œil, pour moi ça... Quand l'arbitre a un doute, qu'il puisse venir voir sur un écran, et ça suffit. Ouais, mais là, Paul, c'est un peu... tu sais très bien que moi, hier, quand il va voir la vidéo, tu sais qu'il y a péno. Je sais qu'il va siffler péno. Oui. Parce que les mecs dans l'oreillette, ils lui disent on a un doute, va voir. Donc tu sais très bien que les mecs... Ça va dans le sens... Moi, je voudrais que l'arbitre reprenne complètement la main. Il se dit, bon, je suis pas sûr de moi, je vais voir. Sans que quelqu'un qui lui dise, va voir. Voilà. Oui. Et puis parce que non, mais franchement... Moi, Sébastien a évoqué le truc sur le penalty. Mais on prend un penalty comme ça, nous, et on perd le mondial là-dessus, et on parle que de ça. Ouais. Mais là, franchement, moi, je trouve que depuis hier, on n'évoque même pas le sujet. Ouais. Mais si c'est l'inverse, mais surtout, on fait des débats depuis hier, moi, je pense. Surtout, ce qui était normalement donc le VAR, donc au démarrage de la compétition, tel que ça avait été expliqué, normalement, le penalty accordé à la France en finale, il ne devrait pas être accordé, puisque au départ, donc sur le direct, l'arbitre ne signale pas penalty, il est alerté, il va voir. L'action, elle est confuse. Il n'y a pas une erreur flagrante qu'il a commise. Donc il devrait rester sur sa première impression, ce qu'il ne fait pas. Donc en effet, si c'était à nous que c'était arrivé, franchement, on aurait fait des débats sur ils ont dévoyé le VAR et on a été volé. Le VAR a-t-il haussé notre remontée là-haut là? Vous voyez dans la rivière. VAR ou pas VAR? C'est clair. Le VAR pour une fois que ça nous sourit. Non, le VAR a-t-il haussé notre niveau d'exigence vis-à-vis de l'arbitrage? Est-ce qu'on est devenu beaucoup plus intransigeant maintenant? Est-ce que finalement ce progrès qui voulait libérer l'arbitrage fait que maintenant, on se met même pratiquement à la place de l'arbitre, on devient un arbitre. Ce que disait Seb, c'est-à-dire que avant, alors il y avait des polémiques, évidemment, on est bien placé pour en parler, mais il y avait toujours le préalable que l'arbitre peut ne pas avoir vu, puisque évidemment, il n'a pas le ralenti, ni lui, ni son staff. Donc, quelque part, on pouvait mettre ça sur le compte de l'incapacité. Mais là, avec le VAR, quand il revoit que des mecs se font plaquer et qu'ils décident non, finalement, il n'y a pas péno, c'est encore pire. Le problème qu'il y a, c'est qu'on pensait qu'avec le VAR, tu n'aurais plus de problème. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de côté, même le gros et le petit, tu vois.
Il vient toutes les 2 minutes dans l'émission, lui, maintenant. Mais juste pour finir, le gros et le petit, il n'y aurait plus de problème. S'il y a une faute, il y a une faute. Voilà. Non, mais c'est toujours l'interprétation. C'est toujours l'interprétation. Et là, les Croates, ils disent pas ça aujourd'hui. Ben voilà, bien sûr. Là, même si on revient sur le pénalty du Real Juve, le mec, il va avoir la VAR. S'il a envie de le siffler, il le siffle. Mais ça peut ne pas siffler, tu vois. On dit le VAR. La VAR, c'est Bolia. Non, le VAR, le meilleur ami de Sébastien Tarago est là. Il vous a frappé alors. Ramassé, non? C'est où? Voilà. C'est bon.